matinée. On va écouter Stanislas Faguer de Toulouse nous parler de l'hétérogénéité clinique et des mécanismes pathologiques dans la maladie liée à HNF1-bêta. Merci beaucoup, Stan. Merci Émilie, merci à tous les organisateurs. Je vais essayer d'être rapide si on veut manger. Mais, ça va. Je vais essayer de tenir le timing. Je vais avoir d'autant plus de mal à le tenir. On recommencera un peu plus tard cet après-midi. Je vais avoir d'autant plus de mal à le tenir, ce timing, pour deux raisons. On m'a demandé de parler d'hétérogénéité phénotypique. Vous allez voir, c'est une maladie qui est extrêmement complexe, tant sur le plan clinique que moléculaire. Et ça m'a dit que vraiment j'apprécie énormément. Sauf que ça fait presque 20 ans que je m'y intéresse. Et honnêtement, on a à peine avancé en 20 ans. Donc je trouve que ça reste assez frustrant d'en discuter justement avec Laurence Seydé. C'est un peu frustrant dans la prédiction. Alors, voilà un petit aperçu pour commencer. Donc, c'est à peu près, moi, mon timing médical. J'ai fait une première année de médecine en 98. Donc, en 99, on découvrait le gène TCF2 chez HNF1-bêta et on l'associait pour la première fois, non pas à une maladie rénale, mais à un diabète maudit. Et finalement, je ne vous ai pas mis là le cas clinique, mais il y avait écrit en petite ligne sur les malades ont une insuffisance rénale chronique. Voilà. Ils sont diabétiques, mais c'était vraiment une maladie endocrinologique. 2004, donc j'arrive à Toulouse, internat, et là on nous dit, attention, c'est un syndrome kyste-rénal-diabète. Donc on élargit, la maladie rénale apparaît, mais sous forme de kyste. Et si on n'a pas de kyste, ce n'est pas HNF1-bêta. 2015, je suis nommé MCU, et là il y a une autre revue qui nous dit, attention, en fait, le spectre clinique est beaucoup plus large. Finalement, il y a les atteintes rénales, mais il y a tout aussi les atteintes extra-rénales. Débrouillez-vous, je vais vous montrer, ça devient de plus en plus complexe. Et 2019, le rein, quand même, est vraiment au premier plan. Donc, c'est la revue d'Olivier Deveuil sur les ADT-KD, où HNF1-bêta est dans cette classification. Et on voit bien qu'on est passé d'une maladie très diabétique à finalement une maladie plus néphrologique. Alors, ça commence mal, puisque ça, c'est le problème de Mac. Vous êtes censé voir ici une figure qui montre un patient avec différents organes. Un pancréas, un rein, c'est bien, mais je vais vous le mimer, c'est pas très grave. Cette figure, elle vous résume en fait l'ensemble des pathologies. Je vous ai dit qui sont associées à une mutation HNF1-bêta. Je vous ai dit, initialement, on avait parlé de diabète. On se rend compte que les malades ont à la fois une atteinte endocrine et exocrine, mutation, des anomalies exocrines avec une insuffisance pancréatique exocrine, risque de diarrhée, des pancréas qui sont de petite taille, surtout une atrophie de l'accueil corps du pancréas, mais une atteinte endocrine qui est extrêmement hétérogène et souvent tardive. Une atteinte hépatique, où curieusement, il n'y a le plus souvent pas d'avoir, quasiment jamais d'atteinte morphologique. Si vous avez des kystes hépatiques, a priori, c'est que ce n'est pas une mutation HNF1-bêta. Par contre, il y a des anomalies biologiques et des tests hépatiques, en particulier une cytolyse ou une cholestase fluctuante. Un malade peut avoir un bilan normal un jour et quelques semaines après, quelques mois après, il a 3 fois la normale de TGE. Habituellement, il n'y a pas d'ictère, il n'y a pas de cirrhose. Il y a des atteintes gynécologiques, génitales, où vous avez surtout des anomalies morphologiques, mais qui peuvent ensuite se compliquer d'anomalies fonctionnelles, les utérus bicornes chez les femmes, chez les patients masculins, c'est plutôt des agénésies des canaux déférents et d'autres malformations. Puis quand on regarde les atteintes rénales, je vais vous montrer après, il y a à la fois des atteintes morphologiques, des atteintes fonctionnelles et une insuffisance rénale progressive. On a même décrit des atteintes neuropsychiatriques dont les mécanismes restent incertains, peut-être plus associés à des délétions, en tout cas des gros réarrangements chromosomiques. Peut-être qu'il faudrait les rajouter. Donc on voit bien qu'il y a un grand nombre de symptômes, mais si les patients ont initialement été décrits sur le versant diabète, puis secondairement sur le versant rénal, ça veut dire qu'il y a une hétérogénéité extrêmement importante. Tous les patients n'ont pas une atteinte du pancréas, du foie, des organes génitaux, du rein et d'atteinte neurologique. Donc, j'ai décidé de me concentrer essentiellement et exclusivement sur l'atteinte rénale ici pour vous rappeler les mécanismes de la pathologie, le rôle de la HNF1-bêta, les différents symptômes qu'on peut observer, puis on va essayer de comprendre ensemble comment l'hétérogénéité peut intervenir. Donc, ce facteur de transcription, HNF1-bêta, on verra là que ça a une importance après par rapport à la polykystose autosomique dominante, où là, c'est vraiment une protéine d'aval, on va dire, qui est anormal. Et là, on est en amont de réseau transcriptionnel. HNF1-bêta exprimé très précocement dans différentes parties du néphron, le pronéphros, le mésonéphros intermédiaire. Et donc, vous le voyez ici. On voit pas là. En tout cas, concrètement, vous voyez sur cette figure, vous voyez que HNF1-bêta est exprimé dans le canal de Wolff, qui donnera ensuite
Pour l'homme, chez l'homme, les canaux déférents. Juste à côté, il y a le canal de Muller qui va être aussi impacté, d'où les anomalies utérines. Et puis, ce mésoderme intermédiaire, tout en bas, hein, près du cloaque, c'est l'origine du tubule du canal urétérique, pardon, qui va aller infiltrer le mésenchyme métanéphrique, puis former le rein par division successive, toute cette arborescence que vous voyez ici avec le rein terminé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'emblée qu'HNF1-bêta régule l'expression d'un certain nombre d'autres facteurs de transcription, comme PAX2, chitine très précocement. Donc, si vous avez une anomalie d'HNF1-bêta, vous aurez aussi une anomalie du réseau transcriptionnel d'aval, dont de PAX2, et donc potentiellement des anomalies conjointes, par exemple des hypoplasies rénales. Mais un peu plus tardivement, il régule d'autres gènes impliqués dans cette arborescence et donc potentiellement une hypoplasie rénale toute tardive, on va dire. C'est exprimé, alors ça à voir en haut à gauche, uniquement dans les tubules, pas dans les glomérules, et aussi bien dans le tube proximal que le tube distal et jusqu'au canal collecteur. C'est un facteur de transcription et donc il a une cible spécifique sur l'ADN. La cible, donc elle n'est pas palindromique, elle est résumée en haut à gauche, mais vous voyez d'emblée qu'il y a différents cofacteurs. Un facteur de transcription ne fonctionne pas seul, et donc en fonction du type cellulaire, si vous avez la présence ou au contraire l'absence d'un cofacteur, certains gènes pourront ne pas être des cibles, ou au contraire le devenir. Donc là, on va introduire déjà au niveau moléculaire une hétérogénéité tissulaire. La présence ou non d'un cofacteur va peu modifier l'expression des gènes cibles. On complique encore les choses, HNF1-bêta fonctionne sous forme d'homodimère, donc c'est deux protéines qui vont s'accoler l'une à l'autre, donc il y aura une zone de liaison HNF1-bêta, HNF1-bêta, puis ensuite ça va aller sur l'ADN. Mais il y a aussi dans certains segments des hétérodimères, en particulier au niveau du tube proximal, il y a un lien HNF1-alpha, HNF1-bêta. Là encore, vous rajoutez une hétérogénéité potentielle, puisque moléculaire et donc clinique, puisque si vous avez des variations dans vos cofacteurs ou dans HNF1-alpha, potentiellement, votre phénotype va être différent. Un autre élément dont on s'est rendu compte petit à petit, c'est que finalement, il y a l'expression qui est importante, on l'a vu pour la polykystose avec PKD1, PKD2, mais pour HNF1-bêta, vous pouvez très bien avoir une protéine augmentée ou diminuée, et pour autant, l'activité transcriptionnelle qui ne se modifie pas dans le même sens. Si vous prenez une souris hétérozygote avec une délétion complète d'HNF1-bêta, mais sur un seul allèle, en fait, l'autre allèle est surexprimé, vous avez une surexpression d'HNF1-bêta. Donc ça aussi, ça interpelle. On a pu le montrer en conditions aiguës, quand vous faites de l'inflammation autour de vos cellules, en in vitro, les cellules épithéliales qui expriment HNF1-bêta, vous mettez de l'interféron du TNF, vous voyez l'ARN qui s'effondre très rapidement, mais la protéine ne bouge pas. Et par contre, quand vous regardez l'activité transcriptionnelle, elle s'effondre également. Donc ça, c'est une complexité aussi pour l'analyse de ce facteur de transcription, c'est que mesurer de manière simpliste la quantité de facteurs de transcription, ça ne veut pas dire que derrière, l'activité transcriptionnelle sera bien appréciée par cette approche. Donc ça complique. Ce qui est compliqué également, c'est que ces fameux cofacteurs qui peuvent, comme Zixine ou PCBD1, qui peuvent être certes dépendants de segments cellulaires, mais également sous la dépendance de signaux extracellulaires. Donc ça vous donne déjà un premier aperçu du rôle d'HNF1-bêta, c'est des réseaux transcriptionnels, des potentiels hétérogénéités cliniques qui viennent des modifications moléculaires. Si on revient à des choses plus simples, finalement, qui est la clinique de tous les jours, il y aura 3 anomalies à rechercher ou qui soit aideront au diagnostic, soit devront être surveillées. C'est des malformations, on parlera d'anomalie du développement rénal, mais une fois qu'elle est présente, finalement, je vous montrerai après, la progression de la maladie kystique, contrairement à la DPKD, elle est faible. Il y a peu de progression de la maladie kystique et les anomalies morphologiques sont installées, elles ne progressent pas. Il y a une insuffisance rénale chronique, plus ou moins progressive, liée à la cause elle-même. Mais attention, c'est aussi des maladies qui peuvent avoir de base une réduction néphronique, et la sévérité de la réduction néphronique va impacter la progression forcément. Il peut y avoir des malades qui développent une néphropathie diabétique plus tardive, des défauts de réparation épithéliale, on va en reparler. Et enfin, il y a le troisième aspect qui est toute la partie trouble hydroélectrolytique tubulopathie, avec des anomalies purement fonctionnelles qui sont le plus souvent décorrélées, complètement découplées de l'insuffisance rénale. Il faut vraiment prendre ces 3 éléments à part. La fonction rénale n'est pas dépendante de la morphologie, la tubulopathie n'est pas associée à une sévérité plus ou moins importante de l'insuffisance rénale, c'est 3 éléments différents. Autre élément d'hétérogénéité, c'est le mode de découverte. En fait, quand la maladie est découverte en anténatal, c'est habituellement l'affaire d'un dépistage échographique. Et ce qui est au premier plan, on va le voir, c'est des reins hyperéchogènes plus ou moins microkystiques.
Par contre, chez l'enfant, c'est souvent un diagnostic fortuit, un enfant qui a un syndrome polypolypsychique, éventuellement qui fait une infection urinaire si jamais il y a un reflux, on va se rendre compte qu'il y a d'autres anomalies. Chez l'adulte, là, on voit apparaître des atteintes extra-rénales, le diabète, l'atteinte hépatique, qui sont souvent absentes chez l'enfant. Donc, l'enfant, il est plus diagnostiqué sur le versant néphrologique. À l'âge adulte, on se doit d'être plus ouvert d'esprit et c'est des associations pancréas plus foie plus rein qui nous amènent au diagnostic. L'atteinte rénale, on va en parler, donc cette présentation interstitielle, et ensuite il y a toute la partie dépistage et désapparenté. Un petit focus rapide sur les formes anténatales, ça a déjà été évoqué. Donc, la forme la plus classique, c'est les reins hyperéchogènes avec ou sans microkyste. Le plus souvent, c'est bilatéral, ça peut être parfois unilatéral. Ça avait bien été rapporté par Stéphane Kramer il y a un peu moins de 20 ans. Et puis, il y a des formes malheureusement beaucoup plus sévères. On peut aller jusqu'à des stades de dysplasie complète ou de dysplasie focale avec des interruptions de grossesse. Vous avez ici un certain nombre de représentations morphologiques ou histologiques. Et ce qui avait initialement attiré l'attention, c'était cette présentation un peu glomérulokystique dans des formes assez sévères. On va en reparler, parce que ça peut aussi aider peut-être au diagnostic histologique à l'âge adulte. Si on avance un peu en âge, à l'âge, donc chez l'enfant, l'imagerie, elle montre des anomalies essentiellement bilatérales. Ça, c'est un des éléments importants du diagnostic. Il faut bien caractériser les anomalies dans chaque rein. Et puis, on avait éventuellement à l'époque proposé un score pour un peu, quand la génétique n'était pas aussi accessible, qui montrait bien que c'était le caractère bilatéral qui permettait d'arriver au diagnostic. Les kystes sont inconstants, mais quand même présents chez plus de 75% des patients, et une hypoplasie qui était souvent bilatérale, mais finalement que dans 40% des cas. Donc on voit bien même une hétérogénéité chez la même malade entre rein gauche, rein droit. On a de manière habituelle une asymétrie des anomalies morphologiques. Et finalement, ce qui aussi apparaît, c'est une espèce de défaut de croissance. C'est-à-dire que les reins peuvent être de taille normale initialement, mais ils arrêtent de grandir en postnatal, et donc il y a un risque d'hypoplasie secondaire, on va dire, donc il faut suivre la taille des reins. Voilà ce qu'on observe ensuite chez l'adulte avec des phénotypes très variables. Je vous montrerai après quelques images. Ça peut aller ici de l'hypoplasie rénale qui était plutôt unilatérale sur le rein gauche, quelques lithiases, plutôt oxalocalciques, quelques kystes corticaux qui sont peu nombreux comme ici. Parfois une agénésie rénale, c'est quand même à peu près 20% des patients. Et puis dans des rares cas, des gros reins multikystiques, soit avec une mutation isolée d'HNF1-bêta, soit, c'est ce qu'on avait rapporté finalement chez deux jumelles, une double mutation PKD2 HNF1-bêta. Ce qui est important de retenir, c'est que la sévérité de l'insuffisance rénale, elle est indépendante de l'intensité de la progression de la maladie kystique. Et cette maladie, elle est souvent peu évolutive. Vous voyez ici d'autres patterns qui ont pu être rapportés avec soit de nombreux kystes qui sont plutôt médulaires, soit quelques kystes, certains étant même exophytiques, voire de très très grande taille. Et puis comme ici, vous voyez une asymétrie avec peut-être une atteinte corticomédulaire relativement importante à droite et puis finalement une atteinte à gauche qui paraît modérée ou alors tout à fait sous-corticale. Peut-être des kystes d'origine glomérulaire. Sur le versant fonctionnel, ces anomalies morphologiques s'associent à une insuffisance rénale d'âge varié, on va revoir après des courbes. Dans ce papier de l'équipe qui avait associé l'équipe de génétique moléculaire, Christine Bellanet-Champlot, mais aussi des diabétologues avec le docteur Timsit, il y a une cohorte qui est relativement large de plus de 200 patients adultes qui ont pour la majorité un diabète. Donc on est un petit peu dans une tranche de patients un peu particulière. Vous voyez que l'atteinte spécifique du diabète, elle est finalement plus importante que ce qu'on pensait. On avait l'habitude de dire que c'était un diabète modéré, facile à contrôler. En fin de compte, il y a quand même près de 30% des malades qui ont une microalbuminurie avec une néphropathie diabétique éventuellement observable sur la biopsie. Vous voyez que les anomalies morphologiques, elles sont finalement plus fréquentes que les anomalies pancréatiques. Donc, c'est vraiment une maladie rénale au premier plan, avec une grande variabilité des kystes présents uniquement chez 60-70%. Donc, il faut arrêter d'appeler cette maladie le syndrome kyste-rénal-diabète. C'est clairement pas la bonne façon d'appréhender la pathologie. Si vous faites une biopsie rénale, face à cette insuffisance rénale avec un peu de protéinurie, quelques kystes, vous avez un doute diagnostique, là vous n'étiez pas parti sur une maladie génétique, on voit finalement des anomalies non spécifiques. C'est une fibrose interstitielle. Il y a souvent une glomérulosclérose et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment sous-capsulaire. On peut se demander si ce n'est pas les derniers stades du développement, en fait. C'est-à-dire là où on arrive au niveau de la capsule et on a vraiment
il y a un défaut de différenciation suffisant tubulaire à ce stade-là, enfin tubule proximal glomérule. Et donc, on a plus de glomérulosclérose en sous-capsulaire, parfois une membrane basale tubulaire dédoublée. Et un des éléments qui peut parfois être vu par les anatomopathologistes, c'est cet aspect de multicouche de l'épithélium, en particulier du canal collecteur, qui est assez caractéristique des mutations d'HNF1 bêta. Parfois, on voit des kystes glomérulaires et donc on peut être amené à demander aux anapathes de mesurer le diamètre glomérulaire. L'insuffisance rénale, elle est assez atypique aussi. Déjà, on peut dire de manière générale qu'elle précède le diabète dans près de la moitié des cas. Donc, c'est vraiment l'alerte, c'est j'ai une insuffisance rénale qui était déjà présente avant même que le malade soit diabétique. C'est a priori pas une néphropathie diabétique simple. Est-ce que la maladie est sévère? Oui, il y a un quart des malades dans cette cohorte qui sont dialysés ou transplantés et près de la moitié qui sont en insuffisance rénale stade 3 ou 4 à la fin du suivi. Les facteurs de risque de progression sont assez habituels, âge, hypertension, protéinurie, et jusqu'à présent, on n'avait pas de meilleur facteur pronostic, alors même que je vais vous montrer d'autres courbes après, il y a une grande hétérogénéité de progression de nos malades. Il y avait quand même cette alerte sur le fait que les mutations ponctuelles, contrairement aux délétions, sont plus à risque de développer des insuffisances rénales. On vous a dit ce matin que c'était à peu près moitié-moitié entre une mutation ponctuelle, une délétion de l'ensemble du gène et d'autres gènes contigus. Et finalement, c'est l'équipe avec Bénédicte Buffer-Meyer, Georges Sanstra et Stéphane de Kramer qui a pu reprendre, avec l'aide d'un certain nombre d'entre vous et du réseau ACNET, près de 500 patients avec une mutation HNF1 bêta. Il y a quand même beaucoup de patients d'âge pédiatrique, mais il y a aussi des malades qui ont été suivis jusqu'à l'âge adulte. Il y a un diagnostic anténatal chez près de 60% des patients, donc ça c'est quand même notable. Désormais, le diagnostic il se fait beaucoup lors de l'échographie per grossesse du deuxième trimestre. À peu près la moitié de patients avec des mutations des nouveaux. On pourrait en rediscuter, mais quand on avait la notion d'une transmission familiale, c'était plus fréquemment une transmission maternelle. Et ce qu'on voit que le fait d'avoir une délétion est déjà au niveau morphologique associé à beaucoup moins d'hypoplasie rénale. Là où c'est plus franc, je trouve, c'est quand on regarde la fonction rénale des malades et qu'on fait des courbes de survie rénale. Alors là, ce n'est pas la survie globale, c'est le fait d'être arrivé ou pas en stade 3 CKD. Finalement, les malades qui ont un variant ponctuel sont beaucoup plus à risque de développer une insuffisance rénale, ou en tout cas plus précoce que les malades avec une délétion complète, ce qui avait été aussi vu dans le papier de l'équipe de Christine Belen. Encore plus intéressant, il me semble, pour la première fois, on a pu identifier une vraie corrélation génotype-phénotype. Je ne vous ai pas, j'ai pas parlé au tout début de la structure du gène. J'aurais pu vous dire qu'il y a différents domaines de liaison à l'ADN, domaine de transactivation, domaine de dimérisation. Et en fonction de la localisation de la mutation, et en particulier au niveau du domaine de liaison à l'ADN, donc c'est des domaines pour S et H, vous voyez que la fonction rénale est bien moins bonne lorsque les mutations sont en gros dans les exons, à la fin de l'exon 1, début et l'exon 2. Exon 3, 4, c'est un peu moins bon. Et puis, quand on est sur le domaine de transactivation, c'est peut-être là où on a une fonction rénale une pente de DFG qui se rapproche plus des patients avec des lésions. Ça, c'était le versant fonctionnel, le versant insuffisance rénale. Sur le versant tubulopathie, le troisième élément dont je vous ai parlé, vous savez que c'est une maladie qui est assez complexe. On s'est rendu compte progressivement que les malades développaient progressivement une hypomagnésémie par fuite rénale de magnésium, principalement. On est en train de faire différents tests au laboratoire d'exploration. Il y a assez peu d'atteintes liées à une malabsorption digestive. C'est vraiment un problème de fuite urinaire. Il y a assez souvent une hypokaliémie associée, on va en reparler, une hypocalciurie et surtout une hyperuricémie, ainsi qu'un trouble de concentration des urines. C'est souvent des malades qui vous disent uriner 2-3 litres, 3 litres 5 par jour spontanément. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des données physiologiques qui ont pu être décrites, mais de manière un petit peu synthétique, les cibles d'HNF1 bêta sont multiples. Et en fait, on retrouve énormément de gènes impliqués dans les différentes tubulopathies que vous connaissez, ou en tout cas dans les différents mécanismes d'homéostasie tubulaire. Et donc, on peut aussi se demander si le fait d'avoir un environnement un peu différent ou des génotypes particuliers, des SNP dans ces gènes cibles, pourrait également modifier la progression, enfin l'apparition de la tubulopathie chez les patients HNF1 bêta. Le gène, encore une fois, il est tout en haut d'un réseau multiple et il y a même plusieurs réseaux transcriptionnels en dessous. Donc, on imaginait que pour arriver jusqu'à l'hypomagnésémie, il va se passer beaucoup de choses quand même.
Et en particulier, vous voyez, si on parle du magnésium, HNF1-bêta régule à la fois FXYD2. Quand on a des mutations de ce gène, on a des hypomagnésémies isolées. Il régule l'expression de KIR5.1, KIR4.1 qui sont impliqués dans le gradient transtubulaire en potassium et en sodium qui permet ensuite d'absorber le magnésium et également l'expression de Claudine 19. Donc on voit bien qu'avec une mutation, on peut avoir des conséquences en aval extrêmement importantes, et donc ces anomalies électrolytiques qui vont, et c'est là où peut-être on a du mal à le comprendre, arriver progressivement. Quand on regarde la fréquence, l'incidence de l'hypomagnésémie, de l'hypokaliémie chez les enfants, elle est nettement moins importante que chez l'adulte. Les mécanismes, à ma connaissance, ne sont pas élucidés. Est-ce que, là, à nouveau, le génotype peut nous aider? Dans le conseil, finalement, là, on est en train de parler de conseil génétique. Le fait d'avoir une délétion, et ça a été confirmé par une autre équipe chinoise, est plus associé à une hypomagnésémie, un risque d'hypomagnésémie. Par contre, vous faites moins d'hyperglycémie écoute. Je vous laisse réfléchir au mécanisme, je n'ai pas d'idée. Et dans le premier papier de Christine Bellanet, il y avait effectivement moins de diabète chez les patients avec une délétion. Dans notre étude, pardon, plus de diabète, pardon. Dans notre étude, il y a curieusement moins de tendance à l'hyperglycémie rapportée, mais c'était une étude chez des patients beaucoup plus jeunes, plutôt pédiatriques. Donc il y a peut-être un biais de ce côté-là. Enfin, je finirai avec finalement, ce qui nous intéresse, qui m'intéresse en tant que néphrologue, c'est ces patients qui sont parfaitement stables. Alors, la diapo date un peu, il faudrait que je rajoute d'autres malades qu'on a, ils sont absolument les mêmes. Des malades qui ont été stables pendant 40-50 ans. Et puis, quand ils viennent à la consultation un jour, on voit que la créatine commence à augmenter. Puis, quand elle a commencé à augmenter brutalement, ça s'arrête plus. Ils finissent en dialyse quelques 2 ans, 3 ans après, alors qu'ils ont 40, 50, 60 ans. Et ça, on en a encore eu un récemment. J'avoue que ça nous a longtemps interrogé ces insuffisances rénales rapidement progressives. Et donc, on fait la proposition qu'on a essayé de montrer dans 2 papiers récents que finalement, la l'insuffisance rénale, je vous ai dit, elle n'était pas liée, a priori, en tout cas d'un point de vue statistique, aux morphologies, aux anomalies morphologiques, elle n'est pas liée à la progression des kystes, contrairement à la DPKB. Et donc, il fallait trouver un autre mécanisme. Et finalement, ce qu'on a pu montrer, c'est que la biogénèse mitochondriale, mais également la fonction mitochondriale et la bioénergétique, on va dire, en particulier dans les cellules tubulaires proximales, étaient modifiées quand vous aviez une mutation d'HNF1-bêta. Vous sous-exprimez PGC1-alpha, qui est un cofacteur majeur de la biogénèse mitochondriale. Il y a toute une reprogrammation métabolique. En gros, il y a plus de glycolyse aérobie qui se fait. Il y a moins d'utilisation de la phosphorylation oxydative dans le tubule proximal. Et on sait que ça, en chronique, même dans la maladie rénale chronique, c'est associé à plus de fibrose, plus d'insuffisance rénale. Donc, il est vraisemblable que cette maladie, finalement, cette insuffisance rénale, elle est plus liée à une dysfonction mitochondriale et secondairement à l'apparition de fibrose, et non pas du tout à tout ce que je viens de vous expliquer concernant la morphologie rénale ou la tubulopathie. C'est vraiment une anomalie équivalente mitochondriale. Et on a même suggéré dans un des papiers que l'environnement avait un impact et ça pourrait expliquer ces épisodes d'insuffisance rénale qui d'un coup se mettent à progresser sans réparation. C'est finalement quand vous exposez des cellules KO, HNF1-bêta, des stimulés inflammatoires, TNF interférons, là, vous avez une très nette aggravation des anomalies métaboliques et probablement plus de fibrose. Donc peut-être une mal-réparation de parenchyme lorsque vous avez une mutation HNF1-bêta. Ces hypothèses, outre les données chez la souris, elles semblent se confirmer chez l'homme. En tout cas, nous, on avait pu montrer dans des modèles in vitro, c'est en haut à gauche, qu'il y avait effectivement des anomalies de la morphologie des mitochondries et des anomalies fonctionnelles, je ne détaille pas. Et finalement, il y a au moins 2 papiers japonais qui rapportent de la microscopie électronique sur les cellules tubulaires de patients HNF1-bêta avec des anomalies morphologiques qui miment ce qu'on voit au cours de certaines cytopathies mitochondriales et qui miment ce qu'on observait in vitro. Donc, c'est un début de confirmation de nos hypothèses. Donc, pour terminer, finalement, pourquoi une telle hétérogénéité phénotypique? Je vous en ai déjà donné un certain nombre d'éléments. C'est un facteur de transcription qui est sous forme d'homo hétérodimère. Donc, à chaque fois que vous allez mettre un facteur de plus, ça crée de l'incertitude. C'est des réseaux transcriptionnels, des gènes cibles. Juste pour information, HNF4-alpha est extrêmement important dans le pancréas, c'est associé à certains types de maudits, diabète du jeune, mais aussi dans le tube proximal. Vous mutez HNF4-alpha, vous avez plus de fibrose rénale. HNF4-alpha est une cible d'HNF1-bêta. Et donc, vous ouvrez la porte à tout un autre réseau transcriptionnel.
Disponibilité des cofacteurs. L'exemple de PCBD1 et 2, quand ils sont mutés, sont associés à des hypomagnésémies. La PCBD1 est un cofacteur d'HNF1 bêta dans certains segments tubulaires. Et s'il est absent dans d'autres, bah forcément, il n'y aura pas d'anomalie de magnésium en lien avec ça. Les patterns d'expression, leur rôle varie selon l'âge. Et ça, je suis assez convaincu qu'il y a aussi une part un peu du hasard. C'est écrit juste en dessous, c'est-à-dire que stochastique, on va dire. En gros, il y a des étapes du développement rénal. Si vous avez une anomalie moléculaire ou environnementale qui fait qu'à un instant T, la mutation parle, si c'est très tôt, le pronéphrose, vous n'avez pas de développement du rein, vous aurez une agénésie rénale unilatérale. Si vous franchissez ce cap, il va falloir qu'il y ait un autre événement éventuellement qui fait que vous allez avoir moins de tubulogénèse. Puis si vous franchissez ce cap, vous arrivez au stade où vous faites des kystes, etc., etc. Donc il y a au cours de la vie probablement un rôle de l'environnement et qui ferait le lien aussi avec ce qu'on a observé au niveau mitochondrien. Il y a des réflexions après aussi sur l'impact éventuel comment dire en français, l'héritage paternel, maternel. Est-ce que la mutation est héritée du père ou de la mère? Potentiellement, ça pourrait avoir un impact. Donc, en résumé, c'est une néphropathie diagnostique difficile, phénotype extrêmement hétérogène. Je n'ai même pas discuté ici le fait que la moitié des patients ont une néomutation, donc on n'est pas toujours aidé par l'arbre généalogique. L'atteinte rénale est souvent peu spécifique, variable dans une même famille. Et finalement, on recherche des anomalies subjectives, l'hypomagnésémie et les anomalies extrarénales. Et je crois pouvoir dire que pour la première fois, avec la grosse cohorte qu'on a rapportée, on a un début de réponse sur ces corrélations génotype-phénotype. Et finalement, si on a une délétion, on pourra vraiment dire aux patients la probabilité au moins d'insuffisance rénale précoce est très faible. Sur ce versant-là, vous pouvez être rassuré, le reste, je ne sais pas. Par contre, si vous avez certains types de mutations ponctuelles, oui, il y a un risque de dialyse plus précoce, avant l'âge de 30 ans. Et après, on décide en conscience. Presque. Merci beaucoup. C'est vraiment très complexe. J'avais une question sur quand vous regardez 17q12 versus mutation ponctuelle, vous regardez aussi juste la délétion d'HNF1 bêta versus vraiment la 17 Alors là, tout avait été mis dans le même groupe. Oui. Et, ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai des patients qui, enfin, on a pas beaucoup, mais qui ont progressé, j'en ai en tête un qui a progressé vers l'IRT à 19 ans. Je sais qu'il y a aussi un syndrome autistique ou apparenté qui a été greffé avant 20 ans. Et je me demandais s'il ne fallait pas restratifier ce groupe, si le fait d'avoir la délétion d'autres gènes, ça changeait quelque chose. Il y aurait une façon simple de répondre qui est de dire la courbe, il y a quand même des gens qui arrivent, des individus qui arrivent précocement en dialyse. On va dire ça répond pas à la question. Honnêtement, je peux faire beaucoup d'hypothèses. Je ne sais pas quoi te répondre. C'est-à-dire que même quand on a une délétion qu'on dit à peu près récurrente au même endroit, etc., on voit des telles hétérogénéités, effectivement, même au niveau neurologique. Pourquoi certains ont ces anomalies-là? Clairement, maintenant, il y a quand même des malades où ils ne sont pas d'un bout pas à gauche ou à droite de la normalité. Ils sont clairement dans un trouble autistique franc. Et honnêtement, je ne sais pas. Je suis après. Même le mécanisme moléculaire lui-même, avant la question suivante, la souris hétérozygote, une délétion complète d'HNF1 bêta, elle n'est pas hétérozygote, elle n'a pas de phénotype. Alors, elle est surexprime l'allèle sain, a priori. Le patient, il est hétérozygote. Donc, bien que ça, on aurait du mal à bien l'expliquer, en tout cas par des modèles animaux. Pas très bien. Pardon, merci beaucoup. Je voulais simplement faire un commentaire sur l'association entre ADT-KD et HNF1 bêta. En tout cas, nous, le groupe de personnes intéressées à ADT-KD, on trouve que cette association est très faible et très fragile. Quand on s'est réunis récemment au niveau européen pour discuter des gènes qu'on allait associer dans cette base de données, on a demandé un petit peu autour de la table qui a des cas ADT-KD liés à HNF1 bêta, mais il y avait quasiment 1 ou 2 cas identifiés. Donc, ça reste quelque chose qui est très fragile. Je crois que les gens font une grosse confusion parce que HNF1 bêta et HUMOD, bien sûr, il y a un lien direct, mais la maladie HUMOD, c'est un gain de fonction toxique, ça n'a absolument rien du tout à voir. Et ADT-KD a une présentation très atypique, hein, et donc c'est une espèce de fourre-tout
Et avant qu'on puisse démontrer vraiment un lien physiopathologique, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une association très forte. Complètement d'accord. Après, je pense que la difficulté, là, c'est plus, on arrive quand on enseigne aux étudiants, ou aux plus jeunes nephrologues, on est obligé de faire des grands cas, la polykystose, la DTKV, mais déjà, on leur redit en permanence, avant de dire polykystose au sens dominant, tout ce qu'on vient de dire, il y a des critères, regardez l'imagerie, etc. Donc, ça a été mis dedans parce que quand même, il y a quand même une présentation qui a l'air interstitielle. On a quand même des patients qui ont le dernier que j'ai en tête, c'est quand même un malade, moi, comme on voit, pour une sarcoïdose grave réfractaire et qui tolère très mal la cortisone. Il a une cytolyse qui flambe, il a un diabète qui flambe, et puis il était connu pour une insuffisance rénale chronique. Il y a 3 kystes dans la gauche, il y a 1 à la droite. Biopsié déjà néphropathie interstitielle. En fait, il avait les deux, il avait une sarcoïdose compliquante, maladie HNF1 et une présentation banale qui était effectivement très lente, fibrosante, plutôt à détecter. Quand même, il y en a. C'était une mutation, c'était pas une mutation. Donc, c'est sûr que après la difficulté, je pense que vous avez la même pour la polykystose, c'est quand on est OFD1 dans la polykystose, parce qu'en fait, c'est une kyste, pas sur une réunion polykystose, on l'apprend dans le grand groupe des maladies kystiques. Compliqué de dire en même temps, c'est une maladie qui ne donne pas toujours des kystes, pas toujours dans les deux reins, c'est pas corrélé à l'insuffisance rénale, je suis complètement d'accord. On me demande quelle est la place des ISGLT2 en néphroprotection dans cette pathologie. Le joker. Alors, donc le joker, c'est, je ne sais pas, je n'ai pas de données, il n'y a pas de données dans la littérature. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est qu'on a quand même 1 ou 2 malades qui ont reçu ce traitement et qui l'ont bien toléré, parce qu'on pourrait aussi quand même se poser la question, est-ce que ça va avoir un réel, enfin déjà une bonne tolérance. Les deux auxquels je pense ça allait. Est-ce qu'il y a une efficacité? Ce n'est pas des maladies glomérulaires. Sur le versant plus, justement, tubule proximal et impact de la fibrose. Moi, ma seule crainte, mais qui en est pas une, c'est que ça n'ait pas d'effet néphroprotecteur. Ça, ouais. Enfin, si on pense qu'il y a une vraie dysfonction mitochondriale et qu'on imagine qu'il y a un lien ISGLT2 qui va favoriser l'utilisation des calculs plus de phosphorylation oxydative, une partie du mécanisme des ISGLT2, je ne suis pas certain que ce soit efficace sur ce versant-là. Après, c'est comme tout, c'est que si